on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture centré autour de la fantasy et des univers un petit peu imaginaires. C'est pas faute d'avoir lu ces derniers mois, mais c'est vrai qu'avec toutes les vidéos que je vous ai présentées ces derniers temps, il n'y en a pas une qui était un update lecture et c'est un petit peu dommage parce que j'ai fait de chouettes lectures et j'ai hâte de vous les présenter au fil de ces prochaines semaines. Du coup, on va pas traîner et on commence tout de suite avec les différents avis que j'ai pu avoir. Et on commence avec Le Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein, qui est un roman plutôt fantasy jeune adulte, qui pourrait d'ailleurs parfaitement s'intégrer dans la sous-catégorie liée à l'animalité du Pumpkin Autumn Challenge, si jamais vous cherchez des livres dans cette catégorie. C'est aussi un tome unique, donc si jamais vous n'avez pas le temps et pas l'envie de vous plonger dans une saga, c'est très bien. Et c'est aussi le genre de livre où ça passe ou ça casse, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors au niveau de l'histoire, on se situe dans un univers donc plutôt fantasy où vous suivez principalement trois personnages qui vont au début de l'histoire commettre un crime, quelque chose de très grave qui fait qu'ils vont être condamnés, alors pas à mort, mais à recevoir un espèce de virus qui va peu à peu les transformer en des créatures mi-humaines, mi-animales. Ils ne sont pas les seuls à recevoir ce virus, hein, et ils vont essayer de lutter contre le développement de ce virus dans leur corps, tout simplement. Alors la première chose que j'ai bien aimé, c'était l'univers assez immersif de ce livre, tout simplement parce que l'autrice, je trouve, a un bon talent de conteuse dans le sens où elle sait très bien vous plonger dans son monde, elle vous donne suffisamment, vraiment juste ce qu'il faut d'informations pour que vous puissiez rentrer dans son histoire, imaginer ses personnages, ressentir leurs différents sentiments et vraiment visualiser ce monde qui est relativement graphique et très visuel, et ça j'ai vraiment bien apprécié parce que ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin de 1000 descriptions pour que vous y arriviez. Et franchement, ça pour moi c'est une très bonne chose. Vous pouvez reposer votre livre, le reprendre même 1 ou 2 jours après. Normalement vous n'aurez pas oublié cet univers et elle vous remettra facilement dedans. En tout cas moi il m'a marqué même après l'avoir terminé, donc ça j'aime beaucoup. L'autre point que j'ai bien aimé, eh bien, ce sont les créatures que je vous mentionnais dans le résumé, puisque ce sont des personnages qui sont très originaux, que personnellement je n'avais jamais vus ailleurs. Et j'apprécie en fait de trouver ces éléments un petit peu à la fois bizarres, un peu glauques, un peu fascinants, qui font que vous ne pouvez pas les ignorer. Et ça c'est quelque chose que personnellement j'apprécie beaucoup. C'est, je pense, l'autre élément qui m'a vraiment marqué au fur et à mesure de ma lecture. Je me posais plein de questions, pourquoi telle personne se transforme ainsi, quelles sont les origines, quelles sont ses conséquences. C'est quelque chose qui m'a réellement intéressée tout le long du récit et dont je me souviens le plus. Alors si jamais cet aspect de créature un petit peu glauque et bizarre vous fait peur, je vous rassure, même si c'est assez graphique et visuel, il n'y a rien de spécialement gore ou insupportable à lire. Si jamais c'est vraiment quelque chose qui vous repousse ou qui vous fait peur, je trouve que c'est relativement abordable et quand même assez safe de manière générale. Mais il y a 2 points qui ont fait que cette lecture n'a pas été aussi bonne que ce que j'aurais voulu, malgré plein d'éléments qui personnellement font que ça peut être une très bonne lecture. Il y aura principalement le côté un petit peu rapide, on va dire, de certains événements. Il se passe beaucoup de choses dans le récit, je me suis relativement pas ennuyée, c'est passé assez vite. Mais parfois il y a des événements assez énormes qui se passent, plus ou moins choquants, plus ou moins graves, sur lesquels l'autrice ne reviendra pas vraiment. Elle va vous dire voilà, ça s'est passé, on passe à autre chose, l'histoire continue et puis on reviendra jamais dessus. Alors je dis pas que ça empêche de comprendre l'histoire parce que c'est pas le cas, je dis pas non plus que ça la gâche, mais ça peut vous laisser en tant que lecteur avec un sentiment de frustration plus ou moins fort, et personnellement c'est ce que ça m'a fait et c'est ce qui peut un petit peu déranger. Je pense même que ça peut déranger pas mal de lecteurs parce que on aime des fois comprendre pourquoi et comment et tout ce que vous voulez, et des fois vous aurez juste pas la réponse et faudra faire avec. J'ai eu un peu de mal, j'avoue. L'autre point qui m'a un petit peu gênée, c'est qu'au moment de préparer cette update lecture, je me suis rendu compte que je ne me souvenais pas de la fin. Voilà, et ça c'est dommage, c'est très dommage. Alors je me souviens pas ne pas l'avoir aimé quand je l'ai lu, parce que du coup j'ai relu du coup les dernières pages pour me souvenir, c'est revenu du coup assez facilement, mais je sais à quoi c'est lié, et c'est, je pense, l'un des reproches que je pourrais faire à cette autrice, parce que je trouve que ça arrive avec d'autres de ses livres, c'est que ses fins arrivent très rapidement. Elle vous présente un univers cohérent, bien construit pendant tout le livre, et puis la fin se précipite en fait en quelques petits chapitres, et c'est trop rapide pour moi.
c'est trop rapide dans le sens où votre cerveau en fait n'a pas le temps de l'assimiler totalement. Au moment où vous lisez l'histoire, bah c'est parfait, vous allez le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais ça ne nous marquera pas. Moi je me souviens de certains livres pour leur fin plus ou moins choquante, qui a pu arriver plus ou moins vite aussi, mais là ce sera pas le cas de ce livre. Surtout qu'en la relisant, c'est une fin que j'aime bien, c'est un petit côté ouvert, on va dire ça comme ça, on vous donne pas tout ce qui va se passer non plus, mais c'est dommage, c'était une plutôt bonne fin qui ne m'aura pas marquée. En somme, Le Roi des Fauves, c'était une plutôt bonne lecture que je vous recommande si vous voulez un petit peu découvrir les univers fantasy parce que c'est très facile de rentrer dedans et c'est très facile à lire quand même, mais qui n'aura pas été aussi parfaite que ce que j'aurais voulu. On passe ensuite à A Conjuring of Light de V.E. Schwab, qui est donc le 3e tome de la saga A Darker Shade of Magic, qui a été donc traduite en français, dont le dernier tome vient de sortir chez Lumen. Enfin au moment où je fais cette vidéo, ça vient tout juste de sortir, donc si jamais ça vous tente, n'hésitez point. Pour l'histoire, même si je pense que vous la connaissez déjà, on est dans un univers, alors moi que j'aurais tendance à qualifier de fantasy, mais c'est peut-être plus fantastique quand même, hein, peut-être plus. On va suivre Kel, qui est un garçon qui a une faculté assez rare, c'est-à-dire celle de pouvoir voyager entre différents Londres, puisque 4 villes de Londres différentes se superposent les unes aux autres, ne communiquent pas forcément entre elles, et ont des degrés par exemple de magie qui sont totalement différents, soit elles n'en ont pas du tout, soit elles en ont, soit très peu, bref, vous le découvrirez. Et évidemment, normalement elles ne communiquent pas entre elles sauf via Kel, qui est ce personnage assez particulier. Évidemment, il va bien y avoir un problème à un moment donné dans cet équilibre qui fait que la trilogie va commencer. Il s'agit cette fois-ci du dernier tome d'une trilogie, je vous donnerai évidemment pas son résumé, et j'aurais aimé l'aimer beaucoup plus que ce que je l'ai aimé, et ça j'en suis très déçue, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors l'une des choses qui fait que j'y reviens très facilement, il s'agira bien évidemment de la plume de V.E. Schwab, qui est absolument magnifique. C'est une très bonne conteuse à mon sens. Elle vous présente très facilement son univers, il est très visuel, très agréable à découvrir. Grâce à sa plume. Voilà, il y a peut-être une dimension un peu poétique je trouve dans ses récits, en tout cas dans ses écrits, qui personnellement fait que j'y reviens très facilement. Cependant je vous mets en garde, si vous ne lisez pas en anglais, sa plume ne sera pas forcément la plus abordable, elle est quand même assez travaillée, pas extrêmement soutenue, mais ça vous demandera quand même un certain niveau d'anglais et surtout du vocabulaire. Donc si vous avez vraiment un niveau juste en anglais, je vous recommande de le découvrir plutôt en français, même si je suis pas la plus grande fan de la traduction de ce que j'ai pu lire, mais quand même l'univers vaut le coup d'être découvert, donc peu importe. Évidemment, l'autre chose qui fait que j'y reviens assez facilement et qui fait que j'adore cette trilogie quand même, c'est l'univers, le concept. Il a une dimension très visuelle, presque cinématographique, qui fait que vous rentrez facilement dedans, voire même vous avez carrément envie de l'intégrer. Plusieurs fois j'ai eu envie de voyager dans le Londres rouge, voire même maintenant j'aimerais toujours y mettre les pieds. Donc c'est l'une des choses qui fait que c'est quand même une bonne trilogie quoi. Pour ça, pour qu'un univers vous marque quand même de façon assez régulière, même si vous n'êtes pas du tout plongé dans ce type de livre là, je pense que c'est qu'il a quand même une certaine qualité qu'on ne peut pas lui retirer, et voilà, moi c'est une des choses que je préfère avec son système magique, ses personnages. J'aime vraiment beaucoup ce qu'a créé V.E. Schwab avec cette trilogie. Mais, parce qu'il y a un mais malheureusement, j'ai trouvé ce dernier tome un petit peu inégal. J'avais adoré le premier, j'avais un peu moins aimé le deuxième, que j'avais trouvé un petit peu long par moment et qui ressemblait un peu plus à mon sens à un tome de transition, et malheureusement c'est un petit peu le reproche que je fais à ce dernier tome. Les éléments qui m'avaient un peu déplu dans le deuxième tome, qui étaient un peu lents, sont quand même revenus dans ce livre-là. Alors il y a des moments, et même beaucoup de moments où c'est relativement épique, où il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements, vous avez peur, vous avez certaines craintes, pas de problème, mais aussi il y a pas mal de moments où la psychologie des personnages continue de se développer, ce qui en soi n'est pas un problème, mais j'ai l'impression que parfois elle tombe au mauvais moment. Voilà, tout simplement, vous êtes à fond dans un truc et vous passez à une dimension beaucoup plus calme 2 secondes après, et ça casse le rythme de la lecture, ce qui personnellement m'a un peu déstabilisée, et où j'avais envie des fois qu'il passe très vite, en train de dire mais je m'en fous de ta vie, on passe à la suite de l'histoire. C'est dommage, sachant que j'aime beaucoup ces personnages, mais c'est comme ça, voilà, ça m'a moins plu, c'est frustrant, mais bon, ça arrive, surtout qu'il y a vraiment de très bons passages hyper addictifs.
Alors même si c'est un très bon troisième tome, que j'y ai passé globalement un très bon moment, c'était pas aussi inattendu, surprenant et une claque dans ma gueule que ce que j'aurais voulu pour un troisième tome. Je m'attendais à plus en fait. J'ai été un peu déçue parce que je dis pas que l'histoire est totalement prévisible, mais il y a quand même certains rebondissements, et pas qu'un seul malheureusement, qu'on peut facilement voir arriver. Et je dis pas que ça me déçoit de cette autrice parce que ça reste une très bonne autrice, mais je m'attendais pas à ce qu'elle choisisse, pas la facilité non plus, mais ces choses-là. Je sais pas, j'aurais pensé qu'elle allait vraiment me retourner le cerveau, et c'est pas ce que j'ai eu en fait. Et du coup ça m'a un petit peu frustrée. J'aurais voulu plus intense, j'aurais voulu autre chose, mais je peux pas lui reprocher d'avoir choisi l'histoire qu'elle choisit. Elle est bien la seule à décider ce qu'elle fera de ses personnages. Maintenant, avec la qualité du premier tome, j'aurais voulu plus. Malgré tout, je vous recommande bien évidemment de découvrir cette trilogie qui, je pense, plaira à quand même énormément de monde parce que elle est de très bonne qualité, donc n'hésitez pas à la découvrir. J'ai ensuite lu One Dark Throne de Kendall Blake, qui est le deuxième tome d'une trilogie fantasy jeune adulte, qui n'a pour le moment pas été traduite en français, ou alors si c'est prévu, je n'en sais strictement rien. Et ça pourrait vous faire penser à un espèce de mini Hunger Games au féminin, un petit peu, mais c'est quand même pas du tout Hunger Games, hein. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette histoire, on propose donc de découvrir un royaume qui est gouverné par une reine. D'ailleurs, du coup, ce n'est pas un royaume, mais c'est un regnum, c'est le terme. Cette reine, depuis des générations, alors c'est pas toujours la même reine bien sûr, donnera toujours naissance à 3 filles. Voilà, c'est comme ça. Ces 3 filles sont chacune réparties sur 3 îles différentes, et elles vont généralement développer des dons plus ou moins particuliers et qui peuvent aussi varier en fonction des années et des naissances. Et on apprend très rapidement à ces 3 princesses que quand elles vont atteindre l'âge de leur 18 ans, en tout cas de leur âge adulte, elles vont devoir s'affronter les unes les autres pour eh bien, détenir la place de reine. Elles vont donc devoir s'entretuer entre sœurs, ce qui en soi est relativement tout pourri. Voilà. Chacune de ces sœurs développe donc des facultés. Il y en a une qui va maîtriser les poisons, une autre qui est capable de diriger plus ou moins les animaux, et une autre qui peut aussi maîtriser les éléments, donc la terre, l'eau, le feu, tout ça. J'avais plutôt bien apprécié le premier tome, qui était original, bien fichu, relativement accessible si vous voulez découvrir la fantasy aussi, même s'il n'est pas traduit en français. Et j'ai été un petit peu déçue avec ce deuxième tome, malheureusement. Alors bien évidemment, j'ai adoré retrouver le concept, hein, puisque c'est assez intriguant, horrible aussi, de savoir que 3 sœurs sont élevées dans la haine des unes des autres et vont devoir s'entretuer un jour sur une île pour détenir le pouvoir. C'est relativement horrible, insoutenable, mais j'aime bien, hein. Je suis peut-être un peu cinglée, mais c'est quelque chose qui en soi reste intriguant, où vous disiez mais comment c'est possible, comment ça va se passer, est-ce qu'elles vont vraiment s'entretuer un jour? Voilà, c'est quand même ce qui fait vous poser plein de questions et vous intéresser au récit. Avouez, on est tous un petit peu comme ça. Ce que j'avais aussi pas mal apprécié, c'était aussi la facilité à rentrer dans ces univers fantasy. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantasy, c'est une bonne première approche. C'est pas les univers les plus fouillés, hein, très honnêtement, il y a beaucoup plus intense et beaucoup plus peut-être intéressant aussi, mais c'est très facile de rentrer dans ce monde-là. Moi je l'apprécie plutôt bien, les contours sont relativement bien définis, et j'ai trouvé assez chouette de le retrouver, donc ça, il n'y a aucun problème. Malheureusement, ce deuxième tome a le défaut d'être un deuxième tome d'une trilogie, et qu'il a malheureusement cette faculté de transition qui fait que l'histoire est un petit peu moins intense, un petit peu moins intéressante, et parfois même un petit peu cliché, ce qui me dérange toujours dans les deuxièmes tomes. Pourquoi vous faites ça? Alors il faut savoir que le premier tome se termine sur un énorme cliffhanger. Vous vous dites putain c'est pas possible, ça va révolutionner tout ce que j'ai lu dans le premier tome. Donc forcément à l'ouverture du deuxième vous attendez à ce qu'on vous en parle dès le début. On vous dise bah voilà tiens ça a changé, on va repartir sur les chapeaux de roue et c'est parti. Et ben non, hein, voilà. Et ça c'est ce qui m'a vraiment dérangée dès le début du livre, où je me suis dit mais pourquoi on revient pas sur cet événement important qui va tout bouleverser et qui finalement ne bouleverse rien du tout dans ce deuxième tome, ce qui m'a vraiment gênée. Il m'a vraiment manqué ces retournements de situation qui auraient dû avoir lieu dans ce deuxième tome, et ce qui malheureusement l'a rendu assez répétitif parce que j'ai trouvé qu'il répétait pas mal de scènes du premier tome, et les nouveautés qui se passent dans ce deuxième tome se répètent, pas à l'infini mais quand même un petit peu dans ce deuxième tome aussi, ce qui fait que
au bout d'un moment vous vous dites le bouquin aurait pu faire 100 pages de moins, ça aurait pas été dérangeant. Les quelques changements qui se produisent ne sont pas, à mon sens, suffisamment exploités, suffisamment fouillés pour que ça rende ce deuxième tome vraiment intéressant. Et malheureusement, ça le rend un petit peu confus, ce qui est dommage. Alors je dirais le troisième tome, hein, mais j'espère qu'il sera bien meilleur que celui-ci. L'autre point qui m'a quand même relativement dérangée, c'est le côté un petit peu cliché des personnages. Alors on va pas se mentir, ils sont quand même un poil caricaturaux, notamment dans le premier tome. J'aurais justement pensé qu'ils allaient être plus fouillés, plus nuancés dans ce deuxième tome, justement avec ce qu'on va apprendre à la fin du premier. Et non, en fait. J'ai l'impression que certains s'enfoncent encore plus dans la caricature qu'avant, d'autres commencent à être un peu nuancés, mais globalement, qu'il s'agisse des personnages principaux ou des personnages secondaires, on n'est quand même pas sur les personnages les plus travaillés de la Terre, et c'est quand même assez dommage parce qu'il y a quand même matière à faire beaucoup plus important que ça, beaucoup plus intéressant. Donc si vous cherchez les meilleurs personnages de l'univers, je suis désolée, mais vous les trouverez pas dans cette trilogie. J'avoue que je vous ai pas fait le meilleur portrait d'une saga qu'on puisse faire là, mais bon, si vous avez envie de découvrir cette saga, je vous invite à le faire, elle est quand même intéressante. Et on garde le meilleur pour la fin puisqu'on passe à The Surface Breaks de Louise O'Neill, qui est une réécriture féministe de La Petite Sirène, qui n'a pour le moment pas été traduit en français, j'espère que ce sera le cas, et qui se passe en un seul tome, avec des passages parfois un peu compliqués, mais j'ai envie de vous dire, rien de neuf avec Louise O'Neill parce qu'elle passe pas par 4 chemins pour vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Pour l'histoire, bien écoutez, tout est dans le titre, dans la thématique de ce livre, puisque c'est donc une réécriture de La Petite Sirène. Si vous connaissez plus ou moins le conte, bah écoutez, je vais pas vous dire grand chose à part que c'est une sirène qui a décidé d'aller voir ailleurs que ce qui se passe sous le monde sous-marin et d'aller à la surface, puisque bien évidemment elle va tomber sur un homme qui va lui donner envie d'aller plus loin, mais pas que, et je vais pas vous dire pourquoi d'ailleurs, je vous invite à le découvrir tout seul. C'est évidemment une lecture qui m'a plu pour plein de raisons, bon déjà parce que Louise O'Neill est une très bonne autrice à mon sens, mais aussi parce que ce livre aborde énormément de sujets. Alors bien sûr on parle de féminisme, alors avec tous les sujets divers et variés qui entourent cette thématique, puisqu'on va à la fois parler de sexualité, on va vous parler de votre corps, de sa morphologie, des critiques qui peuvent être faites sur cette dernière, on va aussi aborder la thématique par exemple du mariage forcé. Bref, on aborde énormément de thématiques qui vont forcément vous parler à un moment ou à un autre. J'espère bien sûr que vous ne les avez pas toutes vécues parce que ce serait vraiment affreux, mais il y a quand même vraiment énormément de moyens de s'identifier aux personnages ou à d'autres personnages de cette histoire facilement. Et l'une des choses que j'ai vraiment énormément appréciée, c'est la facilité qu'a Louise O'Neill de vous donner ses arguments en fait dans cette histoire sans vous les balancer au visage en fait, parce que vous pourriez vous dire oui bon ok, un truc féministe, on va appuyer très fort sur le trait pour vous dire ce qui va pas ou éventuellement faire une critique de la société. Alors oui, ça aurait pu être le cas, par exemple dans une dystopie, clairement c'est le cas puisque c'est exagéré. Là, on est dans un conte fantastique qu'on réécrit et bah écoutez, les petites touches et les petites critiques que fait Louise O'Neill, elles s'intègrent extrêmement bien au récit et je dirais pas qu'elles sont pas flagrantes, mais elles coulent toutes seules dans le récit, ce qui est plutôt bien fichu et à la fois inquiétant puisque là où ça marche bien, c'est qu'en fait, bah évidemment, c'est le roi Triton qui gouverne le monde sous-marin, il a son influence, ce qu'il décrète il fait office de loi, donc par exemple il va décider que les femmes sont belles si elles sont minces, vous ne devez pas être autre chose que mince, vous devez être docile, calme, en gros vous devez être sois belle et tais-toi, sinon vous n'êtes pas acceptée, vous êtes une femme impolie, pas belle, tout ce que vous voulez, sachant que votre beauté est votre plus grand atout. Et finalement, Triton, eh bien, c'est une belle analogie du patriarcat et de cette belle société patriarcale qui vous dit ce qui est bien, ce que vous devriez être pour être accepté par les autres, être considéré comme beau ou voire normal, si vous ne voulez pas être banni d'une société ou être considéré comme différent. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé plutôt bien foutu puisque les messages patriarcaux, justement, ils sont transmis de façon un petit peu sous-jacente et parfois très vicieuse dans notre société et c'est exactement ce qui se passe dans celle de notre petite sirène. Vous vivez pour gagner l'approbation de votre prochain parce que si vous ne l'avez pas, eh bien vous n'êtes pas normal alors que franchement vous devriez pouvoir être qui vous voulez, hein, on est d'accord. Ça vous fera aussi revoir le conte de la petite sirène d'une façon un petit peu différente, en tout cas le Disney, hein, puisqu'on est quand même sur l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un gars en 1 seconde et demie, qui va sacrifier tout ce qu'elle a
pour le rencontrer, vivre avec lui, sachant qu'il ne la connaît pas, qu'il ne va la connaître que par son physique puisqu'elle ne peut pas s'exprimer, et que donc eh bien, elle dépendra uniquement de ça pour se faire apprécier. C'est peut-être pas hyper chouette si quelqu'un vous apprécie que pour votre physique et parce que vous êtes au fond de vous aussi, hein. Bof, moi en tout cas je préfère pas. Et puis ça vous montre bien que Louise O'Neill fait une belle critique de cette société qui vous apprend à finalement dépendre de l'opinion des autres en permanence. Et clairement c'est ce que fait cette pauvre petite sirène, puisque si le prince ne l'apprécie pas, eh bien tout est foutu. Comme d'habitude avec Louise O'Neill, elle vous propose aussi de suivre des personnages un petit peu atypiques par moment, notamment le personnage principal qui en soi est un petit peu le cliché finalement de l'héroïne de conte, qui est un peu naïve, un peu cruchasse par moment, alors pas tout le temps, hein, on est d'accord, mais qui pourra un petit peu vous taper sur le système. Personnellement moi oui, parce que sa naïveté est absolument insupportable par moment, mais c'est plutôt cool, ça permet justement de montrer ces personnages qui sont pas parfaits, qui ont des failles et qui sont au final un peu plus humains que la petite Ariel, la petite sirène du dessin animé. On la voit grandir celle-ci, prendre un petit peu plus de relief, et ça c'est chouette. D'ailleurs les personnages secondaires pourront vous plaire aussi, puisqu'il y a beaucoup d'anti-héros finalement, qui ont justement cette dimension assez critique, qui personnellement m'a beaucoup plu et qui fait que j'ai apprécié encore plus ce livre et que j'ai probablement plus aimé que le personnage principal. Ce qui pourra éventuellement ne pas plaire, eh bien c'est ce personnage principal un petit peu naïf par moment, qui peut un peu vous taper sur le système, ou l'univers quand même relativement dur quand même dans lequel on se situe, qu'il faut pas prendre au premier degré comme approuvé par l'autrice, mais il faut bien penser que c'est une critique et pas qu'elle approuve le monde qu'elle vous présente. Hein. Il faut pas l'oublier à la lecture de ce livre-là. En tout cas, je vous recommande de découvrir ce livre très chaudement, et puis j'espère qu'il sera traduit un jour. En plus, on va pas se mentir, c'est une véritable beauté, hein, devant et dessous, parce que dessous il est comme ça. Donc si je peux vous encourager de façon très superficielle à découvrir ce livre avec son physique, eh bien je le fais, voilà. Et c'est tout pour les livres de cette update lecture. J'espère qu'ils vous auront intéressé, que je vous aurai donné envie de les découvrir. Et n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et surtout ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!